Je voulais d'abord commencer par remercier Culture et Démocratie et aussi le Créco de l'UCL de m'avoir invité aujourd'hui. Et je voulais aussi remercier Maxime parce que tu as déjà introduit Bourdieu, alors finalement j'ai plus grand chose à dire. Non, je vais simplement essayer d'expliquer pourquoi, selon moi, les inégalités de capital et culturel sont si problématiques. Donc mon travail jusqu'à présent s'est focalisé sur la démonstration de l'importance de la culture dans le maintien et la reproduction des inégalités sociales. Et ce que je veux vraiment montrer aujourd'hui, en fait j'ai un joli PowerPoint, petite seconde. Voilà. Donc ce que je veux vraiment montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a une relation complexe entre inégalité et culture, et qui prend plusieurs formes et qui s'insère dans différents schémas de ségrégation. Et c'est sans doute la raison pour laquelle cette relation est en réalité largement sous-estimée. Et donc par une série d'exemples aujourd'hui, issus de ma recherche, je vais tenter de montrer pourquoi la culture représente un enjeu capital pour nos sociétés actuelles. Donc je ne vois pas la culture simplement comme une source d'élévation spirituelle pour nous, individus en quête de savoir, mais je vois aussi la culture comme une source d'inclusion, mais aussi d'exclusion sociale. Il faut savoir que quand j'utilise le mot culture, je me focalise en fait sur la participation culturelle plus précisément, définie comme l'ensemble des goûts et des activités culturelles, mais aussi sociales, qui définissent les styles de vie des gens. Donc c'est vraiment une définition très très large. Alors en tant que sociologue, vous connaissez l'adage, on aime bien mettre les gens dans des boîtes et on aime bien aussi déconstruire tout. Donc je vais déjà commencer. Oups. Et j'aime aussi vous casser les oreilles. Donc je voulais juste vous présenter quelques adages comme à chacun ses goûts, tous les goûts sont dans la nature. J'aime beaucoup ces adages parce qu'ils montrent vraiment une conception faussée selon laquelle les goûts seraient uniquement naturels. Ils le sont, mais seulement dans une certaine mesure. Donc nos préférences culturelles ne sont pas neutres, mais sont vraiment au cœur d'enjeux de pouvoir et d'effets de domination. Notre profil culturel, pour reprendre le terme de Lahire, reflète qui nous sommes, certes, mais aussi nous positionne vis-à-vis des autres dans la société. Donc ce que l'on aime faire, écouter ou lire nous catalogue, cela nous donne une certaine valeur sociale, positive ou négative, mais aussi morale, comme des sociologues tels que Beth Skex l'ont montré plus récemment. Donc les goûts sont le miroir de notre identité personnelle, mais aussi sociale. Et c'est là-dessus que je voudrais me focaliser aujourd'hui. Donc, rapidement, la littérature sociologique sur le sujet. Dans la littérature, tu vas arrêter de bouger. Dans la littérature sociologique, on voit apparaître en fait 3 mécanismes principaux d'exclusion par la culture. L'idée principale, de manière générale, c'est que les individus se distinguent les uns des autres par les ressources culturelles, le capital culturel qu'ils peuvent accumuler et mobiliser dans leurs activités culturelles et sociales. Donc 3 oppositions. La première est celle de Bourdieu, opposition entre culture haute, culture basse, culture légitime, culture illégitime, culture haute, culture populaire. Enfin, c'est un peu, il utilise ces différents termes. L'idée, c'est que la position sociale dépend des ressources économiques et sociales, mais bien aussi, et ça c'est vraiment la contribution de Bourdieu, des ressources culturelles qui sont le diplôme, mais pas seulement, c'est aussi notre savoir, notre culture générale, bref, tout ce qui va nous permettre d'interpréter ce que l'on lit, ce qu'on écoute et ce que l'on regarde. Donc la culture haute, la culture basse plutôt, si on commence par celle-là, est considérée comme plus facile parce que l'appréciation est plus immédiate et donc est plébiscitée pour Bourdieu par des catégories sociales moins avantagées. Donc la culture est vraiment au cœur de la reproduction des inégalités chez Bourdieu et contribue à donner une valeur symbolique aux individus dans la société. Alors ceci est très bien, mais en fait à partir des années dans les années 90, cette idée d'opposition haut-bas a été remise en cause par l'idée d'omnivorité de Peterson. Globalement, les individus deviennent de plus en plus éclectiques. Nous serions de plus en plus réceptifs à une large gamme de genres et d'activités culturelles. Toutefois, ce n'est pas à confondre avec une idée de relativisme culturel où tout se vaut, puisque les omnivores sont en fait
sont relativement sélectifs dans leur éclectisme, si je puis dire, et sont très conscients des hiérarchies, des codes culturels. Et donc, les omnivores sont issus des catégories sociales supérieures. Et chez Peterson, l'idée est que les omnivores vont progressivement remplacer les snobs de Bourdieu. Mais plus récemment, et je vais dire que c'est surtout ça qui m'intéresse, plus récemment, cette distinction, ou cette montée de l'éclectisme a trouvé un nouvel écho dans une distinction entre engagement culturel ou socioculturel versus désengagement socioculturel. Et c'est notamment l'enquête britannique de Bennett et compagnie, 2009, qui a clairement montré cette nouvelle distinction et qui est réellement problématique puisqu'elle a des conséquences en termes d'isolation sociale. Et donc cette problématique de l'engagement est aussi inscrite dans des tensions de classe, de genre, de génération, d'origine ethnique, et aussi entre urbain et non-urbain. Donc ça, c'était un peu pour l'intro. Qu'en est-il en Belgique? Quelles sont les divisions culturelles en Belgique? Donc je vais essayer de répondre à la question de manière brève, mais je vais essayer de répondre à la question sur base de deux enquêtes. Une enquête sur les pratiques, je vais dire le vrai terme, donc sur les pratiques et consommations culturelles de la population francophone en Fédération Wallonie-Bruxelles, réalisée en 2007 sous la direction de l'Observatoire des politiques culturelles, et aussi quelques données de l'enquête sur les visiteurs des musées d'art moderne et contemporain en Belgique que j'ai faite en 2010. Alors, globalement, comment ça se passe en Belgique? Bon, je dis Belgique, même si je vais plus me focaliser sur la Fédération Wallonie-Bruxelles. J'ai quelques données sur la Belgique et ce que j'ai pu voir de l'enquête en Flandre, globalement, la situation est relativement similaire. À vérifier, évidemment, parce que j'ai juste jeté un coup d'œil sur leur site web. Mais on a donc l'enquête quantitative sur les pratiques culturelles en Fédération Wallonie-Bruxelles a identifié 7 différents types de consommateurs culturels qui se différencient par 3 principales oppositions en matière de goût. Donc ce qui m'intéresse plus, c'est les oppositions. Je vais vous présenter un peu les groupes, les types de consommateurs, mais ce qui m'intéresse nettement plus, c'est les divisions qui les séparent. Premièrement, désengagement versus engagement socioculturel. Donc on retrouve cette notion. Deuxièmement, il y a toujours une différence entre culture haute, culture basse qui prend la forme d'une tension entre une culture plus classique versus une culture plus commerciale. Et finalement, la montée d'une culture digitale par rapport à une culture de proximité. Donc concernant la première, le constat est assez alarmant. Presque un tiers de la population Fédération Wallonie-Bruxelles est désengagée culturellement. J'aime mieux dire socioculturellement parce qu'il ne s'agit pas seulement d'activités culturelles dites classiques du type musée, théâtre, etc. Mais ils sont également moins enclins à se rendre dans des bars, dans des restaurants, dans des espaces verts, à utiliser Internet, à aller voir leur famille, les amis, etc. Donc on peut dire que presque un tiers des francophones a une participation socioculturelle quasiment inexistante. C'est quand même un constat assez alarmant. En plus, ce constat s'aggrave si on ajoute une catégorie de personnes qu'on a appelées les nostalgiques, qui ont une participation peu active, qui ont une participation culturelle, mais nettement plus tournée vers le foyer, donc peu orientée vers l'extérieur. Donc aussi, ça pose des problèmes d'isolation sociale. Et donc, ce qui est très très important, c'est que cette opposition entre désengagement et engagement est en fait la dimension la plus importante actuellement pour comprendre les écarts en termes de participation culturelle. Et il y a une opposition entre participants et non-participants, quel que soit le type de pratique culturelle, et qui semble s'inscrire dans des différences de niveau d'éducation et de statut professionnel. Le fait d'être désengagé culturellement et socialement est lié à un niveau d'éducation plus faible. Face à ça, vous avez deux groupes qui s'opposent en fait à ces désengagés. Vous avez des groupes qu'on a appelés les amoureux de l'art et les amateurs culturels modernes, qui sont deux groupes extrêmement actifs, qui se distinguent par un niveau d'éducation plus élevé et qui se distinguent aussi par cet éclectisme.
Donc le désengagement va de pair aussi avec, l'engagement, quand il est assez intense, va de pair avec l'éclectisme et suit l'idée d'omnivorité de Peterson. Maintenant, je passe à la deuxième source, le deuxième principe de goût, qui est comme je dis, une tension entre une culture plus classique, orientée vers la lecture, et une culture festive et commerciale, tournée vers l'audiovisuel, donc l'image et le son. Comme j'ai dit, celle-ci fait écho à la tension entre culture haute et culture populaire, si chère à Bourdieu. Et là, on peut y associer, on peut associer à trois groupes. Donc, on peut associer à la culture classique les amateurs classiques qui aiment beaucoup lire, qui fréquentent les lieux d'exposition, les concerts de musique classique, le théâtre. Et face à eux, on a deux groupes. Ce groupe d'amateurs classiques est très éduqué, de moyenne un peu plus âgée. Et face à ce groupe, on a les festifs et les connectés, qui sont deux groupes plus jeunes. Les festifs se démarquent par une culture très jeune, mais surtout très festive. Ils sortent, ils vont en boîte, ils font du karaoké, enfin tous ces trucs. Et donc, il y a une opposition forte. Mais donc, ce qui est important de souligner, c'est que l'écart entre culture classique et culture commerciale s'inscrit de nouveau dans des principes, dans des oppositions de génération et aussi dans des oppositions, dans des tensions en termes de niveau d'instruction. Puisque le goût pour la culture classique, qui est visible aussi, bien qu'elle soit mixée avec d'autres référents culturels, mais elle est visible aussi chez des groupes plus éclectiques, ce goût pour la culture classique demande des ressources culturelles importantes. Enfin, combien ? Ouais, je vais y arriver. Finalement, le troisième principe de goût, c'est la montée de la culture digitale. Olivier Donat, en France, a souligné ce qu'il appelle la montée de la nouvelle culture de l'écran. Et il a souligné le rôle de cette nouvelle culture de l'écran dans la complexification des profils culturels. Et chez nous, on voit apparaître un groupe qu'on a appelé les connectés, qui sont les utilisateurs les plus fervents des médias sociaux, Internet, DVD, consoles, etc. Ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle culture digitale nécessite des nouvelles ressources culturelles plus digitales et qui sont également source d'exclusion, puisqu'il s'agit de comprendre les codes qui y sont associés. Et donc la maîtrise de la culture digitale s'accompagne aussi d'effets générationnels, mais aussi socio-économiques, surtout aujourd'hui, vu que la hiérarchie sociale s'ancre aussi sur un différentiel d'accès à l'information. Bref, tout ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a 7 groupes culturels, très bien, mais c'est plus qu'une différenciation socioculturelle, c'est une hiérarchisation culturelle, il y a une hiérarchie derrière. Il y a des liens clairs entre les caractéristiques sociodémographiques et la participation culturelle, même si ces liens sont aujourd'hui plus complexes pour des tas de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer. Donc cela se voit au niveau des activités culturelles. En fait, j'oublie ça, je suis désolée. Je vous ai fait. Cela se voit au niveau... Donc ce principe de hiérarchisation culturelle, ça se voit au niveau des activités culturelles traditionnelles, telles qu'aller au musée, où la question de la démocratisation culturelle se pose toujours, puisque environ 80% des visiteurs des musées d'art moderne et contemporain en Belgique ont un diplôme de l'enseignement supérieur. Mais aussi, et cette question se pose au niveau des activités nettement plus ordinaires, telles que les sorties en plein air, la consommation de la culture digitale et aussi les pratiques d'un sport, qui sont des pratiques toutes plus courantes chez les plus éduqués. Comme je l'ai dit, il y a aussi des divisions en termes selon l'âge, mais je ne vais pas reprendre ça. Je voudrais juste, avant de passer aux conclusions, je voudrais juste vous montrer une map que j'ai faite. Donc, ceci représente la proportion des visiteurs pour 1000 habitants en Belgique. Et les zones grises et très foncées représentent les zones urbaines et périurbaines, dont la densité est plus importante. Et les zones blanches représentent les zones plus rurales. Et vous voyez que vous n'avez quasi aucun point dans les zones blanches. Donc vous n'avez en fait quasi aucun visiteur qui vienne de
Donc, encore une fois, les visiteurs des musées d'art moderne et contemporain, mais vous n'avez quasi aucun visiteur qui viennent des zones plus rurales de la Belgique. Je vous montre tout cela pour vous montrer que ça ne se joue pas uniquement au niveau de l'éducation et de l'âge, mais il y a d'autres facteurs, il y a le genre et aussi le lieu de résidence et les tensions entre urbains et non-urbains. Bon, bien sûr, les villes attirent davantage les populations avec un capital économique et culturel important, mais ce graphe tend quand même à montrer qu'il y a un risque de décrochage culturel de la part des populations rurales, alors même que finalement les institutions culturelles ne se situent parfois pas très loin de chez elles. Et en conclusion, il me reste 1 minute. Ouais. J'ai envie de dire, pourquoi est-il important d'étudier la participation culturelle, surtout en ces temps d'austérité ? Je veux dire, à l'heure actuelle, j'entends beaucoup de discours de type la culture, c'est pas vraiment ce qui est le plus important. Je ne suis pas d'accord, évidemment je suis sociologue culturel, donc c'est un petit peu normal. Mais donc, à l'heure actuelle, la culture peut apparaître moins urgente face aux défis socio-économiques soulevés par la crise. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que j'ai essayé de montrer aujourd'hui, c'est que la culture n'est pas une sphère détachée du reste de la société. La culture est profondément et indéniablement sociale et intrinsèquement liée à l'économique. Et l'enjeu maintenant pour nous est double. Il y a un enjeu lié à la fréquentation des institutions culturelles et traditionnelles. Je sais que certains, probablement pas dans cette salle, mais certains me diront que tout le monde ne doit pas aller au musée ou au théâtre, peu importe. Cela mérite discussion, je ne sais pas si je suis d'accord, mais le problème pour moi ne se situe tout simplement pas là. Il s'agit plutôt de donner, et on en a déjà parlé ce matin, de donner à chacun la possibilité de choisir d'y aller, mais de réellement choisir d'y aller ou pas. Donc il faut continuer à œuvrer pour un accès égal pour tous aux ressources culturelles. Et il faut bien comprendre que ceux qui ne participent pas ne le font pas uniquement par choix. Et là, encore une fois, les instances éducatives ont tout leur rôle à jouer pour que chacun puisse faire son tri culturel de manière informée. Et ensuite et surtout, l'enjeu ne se limite pas à la fréquentation des institutions culturelles et traditionnelles, très importante certes, mais aussi porte sur la participation culturelle dans son ensemble. Et donc si on prend une définition large de la culture, il y a aujourd'hui une réelle fracture sociale entre ceux qui sont engagés socialement et culturellement dans la société et ceux qui ne le sont pas. Et ceux qui ne le sont pas, ils sont mis à l'écart d'un bon nombre de contacts sociaux qui semblent ordinaires à plus d'un. Et donc bien sûr, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'on est vraiment très loin de l'absence de marquage social, que nos goûts sont des marqueurs sociaux qui nous donnent une valeur, parfois positive ou négative, et aussi une valeur morale. Ils donnent aussi une valeur en termes de notre personnalité, etc. Donc il y a un effet de jugement des autres. Voilà. Merci beaucoup.